Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses qui fait parler les femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Malika Jaffry qui a créé l'association My Little Green NGO qui accompagne les porteurs de projets du secteur de l'environnement dans leur recherche de financement. Elle parle de la création de son association, des difficultés rencontrées et des dispositifs d'accompagnement qui l'ont aidée. Alors bonjour Malika, tu as créé My Little Green, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bonjour Cindy, puis merci pour l'invitation à ce podcast. Je vais me présenter rapidement. J'ai travaillé pendant très longtemps dans les métiers de la communication, on va dire plus d'une quinzaine d'années, en agence, en entreprise et puis en collectivité territoriale. En agence de quoi ? En agence de marketing, en agence de communication et en agence événementielle. Ouais, donc tu as vraiment du secteur de marketing. Tout à fait, j'ai fait un master 2 en information et communication, avec une spécialité communication d'entreprise. D'accord. Et voilà, mon premier poste était dans une structure qui travaillait sur la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, qui s'appelle The Body Shop. Et puis ensuite, voilà. Ensuite, j'ai travaillé dans une agence qui était spécialisée en citoyenneté d'entreprise et d'autres agences en événementiel. D'accord. C'était un choix pour toi de t'orienter vers des sociétés plutôt éthiques, comme ça, ou ça s'est fait au fil de l'eau dans ton parcours ? Non, en fait, ça s'est fait suite au mémoire du master que j'ai fait, qui était en fait la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, l'entreprise qui fait du bien en se faisant du bien. Ouais. Voilà, donc c'était une suite logique. D'accord. Okay. En fait, de ce travail universitaire. Voilà, parce que j'avais vraiment envie de mettre du sens en fait dans les métiers de la communication, si on peut dire ça comme ça, et travailler effectivement dans des structures qui ont ce lien avec justement l'environnement, comme The Body Shop, lutter contre les tests sur les animaux, le commerce équitable, en fait toutes ces notions-là qui existent, qui est un phénomène plutôt anglo-saxon et qui s'est répandu dans les années 90 en France. Donc je trouvais que mettre du sens dans ce qu'on fait était primordial. Et ça a été le cas du coup, enfin c'était pas le côté, il n'y a pas un côté trop langue de bois ou c'était vraiment c'était des convictions et des valeurs profondes de l'entreprise. Oui, en tout cas dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, effectivement il y avait cette conviction et ce besoin en fait de rendre entre guillemets à la société ce qu'on prend et notamment sur l'environnement avec The Body Shop et puis aussi sur le commerce équitable. C'est très important aussi de développer en fait des partenariats avec on va dire les fournisseurs, notamment dans les pays en voie de développement comme le Brésil, comme l'Inde, comme tous ces pays qui sont quand même fournisseurs de matières premières en termes de produits de beauté. D'accord. Donc ça c'était vraiment et puis la fondatrice en fait était vraiment en fait a construit en tout cas toute son entreprise autour de la question de la responsabilité sociale. D'accord. Voilà, donc ça avait vraiment du sens. C'est fondamental de la société, quoi. Un élément fondamental. Tout à fait, oui, tout à fait. Après, effectivement, je me suis je me suis heurtée effectivement à d'autres peut-être structures qui avaient cette idée-là, mais qui étaient juste effectivement, on va dire, un outil de communication ou de marketing. Plus pour l'image. Tout à fait, pour l'image, pour du retour sur investissement à certains endroits, pour valoriser effectivement leurs produits. Et puis derrière, ça suivait pas forcément de... Donc là, c'est un peu plus décevant quand tu travailles dans des sociétés où tu sens que c'est moins profond, moins sincère, quoi. T'es moins en phase, en fait, parce que tu dis, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui me gêne, c'est du discours et puis pas forcément suivi d'actes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Après, je suis pas restée, quoi. Donc voilà, comme ça, voilà. Tout à fait, ça reste de vraies expériences et de savoir effectivement où est-ce qu'on met le sens dans ce qu'on fait et comme tu disais à juste titre, la langue de bois. Donc voilà, et moi j'ai envie de rester droite dans mes bottes et je me suis dit voilà, si je me sens pas bien, je m'en vais, je vais voir d'autres types de structures qui sont en lien avec ce que je fais et ce que je suis. Alors c'est pour ça que tu as créé My Little Green. Est-ce que c'est venu d'un souhait justement de faire parler tes propres convictions dans un projet qui te tient à cœur ? Alors pas forcément tout de suite en fait, parce qu'après la communication,
une fois que j'avais fait le tour, effectivement, pendant plus de 15 ans, j'avais vraiment envie de m'orienter. J'avais envie de m'orienter parce que je passais la quarantaine et je me suis dit, maintenant, après avoir fait tout ça, j'aimerais bien faire autre chose et notamment toujours rester dans le milieu de la solidarité, entre guillemets, on va dire intellectuelle. Et je me suis dit, je vais faire une école d'humanitaire. Et donc, je me suis formée au métier de l'humanitaire à l'Institut Bioforce qui se trouve à Lyon, comme coordinatrice de projet. Et l'idée, effectivement, c'était d'aller travailler sur le terrain, vraiment d'aller... Tu as refait une année d'études, c'est ça ? J'ai refait effectivement une année d'études. Je me suis retrouvée dans une école avec des jeunes, des tout jeunes de 20 ans, 25 ans. De reprendre un rythme étudiant. Non, pas du tout. C'est pas évident. Surtout qu'en fait, il y a quand même un concours d'entrée. Donc ça, c'est un peu... j'en étais sortie depuis très longtemps. Donc c'est vrai qu'ils testaient la motivation psychologique, on va dire physique aussi, puisqu'il y avait des tests sportifs. Et puis aussi, la cohérence de son parcours, quoi. Donc voilà, donc ça a été un vrai challenge pour moi de pouvoir intégrer cette école. Et ça t'a plu, du coup, cette année Ça a été, c'était très très riche. C'est ce que disent les dirigeants de cette école. C'est une première mission humanitaire, en fait, cette mission-là, parce qu'on est frotté effectivement à différents types de personnalités, différentes tranches d'âge, différentes façons de voir les choses, de voir le monde, de voir effectivement les questions géopolitiques, de voir ce que c'est que l'humanitaire. Voilà. Aussi sur le monde, sur l'international. Exactement. Alors, ce qui était intéressant, entre guillemets, dans mon parcours, c'est que j'avais effectivement cette expérience professionnelle qui m'a permis aussi un petit peu de prendre du recul et puis vraiment de me dire je me forme à un nouveau type d'environnement, quoi. Parce qu'en termes de métier, la coordination de projet, la gestion de projet, c'est ce que j'avais déjà fait dans mes postes de communication. Mais se frotter effectivement à de la solidarité internationale avec des gens qui avaient fait ça auparavant, donc ça c'était aussi très intéressant. C'était une formation pluridisciplinaire aussi, et puis aussi interculturelle, on va dire, parce qu'il y avait des personnes qui venaient d'Afrique, qui venaient d'Asie, qui venaient d'Europe, donc vraiment un brassage culturel déjà pendant la formation. Vision du monde et de façon de faire. Complètement. Donc voilà, à l'issue de cette formation, je suis partie sur le terrain. Alors je suis pas partie comme coordinatrice de projet, je suis partie en fait comme responsable des ressources humaines et des finances, un background que j'avais déjà à travers mon expérience dans la communication. Et donc je suis partie pour une grosse organisation, donc en Centrafrique, en Tunisie pour le programme libyen, en Irak aussi. Donc vraiment du terrain d'urgence et du terrain de développement, du terrain aussi post-conflit. Voilà, avec toujours l'idée d'être dans l'accompagnement, d'être dans la solidarité. Après des expériences qui sont pas forcément très faciles. Non, c'est sûr. Voilà. Dans des pays pas évidents. Tu avais déjà voyagé avant ou c'est la première fois que tu partais comme ça sur le terrain ? Sous cette forme, oui, c'était la première fois que je partais vraiment là. Après, j'ai beaucoup voyagé. En fait, c'est un petit peu mon ADN, c'est de partir, de voyager. Voilà, je suis d'origine marocaine, donc l'été, on partait souvent, à travers bourlinguer à travers la France, l'Espagne et le Maroc. Donc vraiment avec du terrain plus. Et après, des voyages backpack. Donc avec cette notion de rencontre des habitants, de rencontre plus authentique. Tout à fait. Et une vraie rencontre avec les habitants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose entre guillemets que je savais faire. Mais après, de se frotter professionnellement, ça c'est encore une autre dimension. C'est-à-dire, c'était un peu joindre l'utile à l'agréable. Je travaillais sur le terrain, mais en fait, c'est encore une autre étape de sa vie. Quelles difficultés t'as rencontrées sur le terrain ? En fait, de me retrouver, par exemple, pour ma première mission, dans un hôpital pédiatrique, d'enfants qui souffrent de malnutrition, de palud, de problèmes de santé très graves. Émotionnellement, tout à fait. On prend une charge émotionnelle très très forte. Et puis après, travailler effectivement aussi avec un personnel local, donc avec une autre façon de travailler, de voir les choses. Donc ça, c'est aussi, Après, se retrouver enfermé avec effectivement d'autres expatriés de diverses origines, et puis avec un couvre-feu. J'étais la seule femme
femme dans un milieu d'hommes. Donc là aussi, j'avais pas le droit de sortir toute seule. Donc ça voulait dire qu'il fallait que je motive mes collègues, ou en tout cas mes colocataires, parfois à prendre l'air le dimanche. Voilà. Voilà. Donc ça a été une expérience assez forte. Et puis après aussi l'Irak, où ça a été aussi post-conflit, où ça a été, là c'était un peu travailler sous les bombes, j'exagère, mais c'était un peu ça. Voilà. Et puis en rentrant en fait de ces missions humanitaires très dures, je me suis posée un peu et je me suis dit que j'avais vraiment envie de travailler en fait sur la coordination de projets, de la recherche de financement, ce qui était effectivement le cœur de mon métier parce que je m'en étais éloignée un peu. Et donc je suis partie au Burkina Faso, un pays que je connaissais parce que j'y étais déjà allée à plusieurs reprises, pas dans le cadre du travail mais dans le cadre du plaisir culturel. Et là j'ai travaillé en fait dans un orphelinat qui se trouve à la périphérie de Ouagadougou. Et là j'ai accompagné l'orphelinat à de la recherche de financement. D'accord. Pour développer leurs activités pour les enfants, pour tout ce qui est soins, éducation, nutrition, enfin toutes les questions. Des financements que tu as été chercher où en fait ? Alors que je suis allée chercher auprès d'institutions et auprès du pays, enfin alors des institutions françaises, européennes qui sont effectivement implantées par exemple dans le pays, rentrer en lien avec l'Agence française de développement, rentrer en lien avec l'ambassade de France sur la coopération culturelle, rentrer en lien avec l'Institut de recherche et développement, enfin toutes ces structures en fait effectivement françaises, mais qui ont des bureaux en fait à l'étranger, qui représentent la France et qui accompagnent effectivement le développement du pays. Donc ça c'était aussi très intéressant et aussi très riche de rencontrer, on va dire, des interlocuteurs français sur un territoire étranger, avec cette envie aussi de faire en sorte que le Burkina Faso se développe plus. Donc ça c'était aussi aider l'orphelinat. Enfin, ça avait un sens très concret du coup. Tout à fait. Cette recherche de financement. Quoi. Oui, ça avait tout à fait du sens. T'as raison quand tu dis ça, parce qu'à l'opposé de l'expatriation, parfois on est en distance avec effectivement, ce que je disais, les familles à l'hôpital ou parce qu'on est expatrié et on vient travailler effectivement pour un projet bien particulier. Alors que là, je vivais dans l'orphelinat, je travaillais avec donc les membres de l'orphelinat, j'avais les enfants quasiment tous les jours autour de moi. Donc c'est vraiment quelque chose une façon de travailler complètement différente. Puis avec vraiment une envie, mais alors viscérale, de faire en sorte de décrocher des fonds pour que cet orphelinat fonctionne. Et combien de temps t'es restée là-bas ? Alors je suis restée 3 mois et puis j'ai continué à travailler avec eux quand je suis rentrée en France jusqu'en février dernier. D'accord. Et pour répondre à ta question, l'idée en fait de créer My Little Green est venue de là en fait, parce que j'ai commencé à rencontrer énormément de gens, que ça soit effectivement du côté des bailleurs de fonds, donc des financeurs, et puis aussi des porteurs de projets, des gens qui avaient des idées extraordinaires autour de l'environnement, de l'agroécologie, de la permaculture, de l'agriculture durable, avec aussi une envie de faire reculer en fait la sécheresse, puisque effectivement c'est des zones sahéliennes, donc il y avait des agronomes, ingénieurs qui venaient effectivement un peu pour tester différentes formes de lutte contre la désertification. Donc ça c'était passionnant. Voilà, et pendant ces 3 mois au Burkina Faso, j'ai rencontré plein de gens qui avaient plein d'idées, plein de projets et qui ne savaient pas forcément comment les mettre en œuvre. Et puis à côté de ça, il y avait des bailleurs de fonds qui étaient là et qui avaient aussi envie d'aider parce qu'ils ont de financer. Ils ont un budget aussi pour ça. Ils ont des budgets, ils sont là pour ça. Et puis voilà, et puis ça, petit à petit, ça a germé. Et je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas mes compétences et mon savoir-faire justement au profit des porteurs de projets, mais aussi au bénéfice des bailleurs de fonds. Et je me suis dit, on peut avoir une vision un peu gagnant-gagnant. C'est-à-dire comment on peut s'accompagner les uns les autres. Donc, et les porteurs de projets plus spécifiquement, puisque c'est eux qui sont confrontés justement à cette, j'appelle jungle des bailleurs, comment faire, où aller, qui rencontrer, comment je monte un dossier, comment je l'écris. C'est hyper compliqué quand on ne connaît pas le paysage et on n'a pas forcément d'interlocuteur connu, on ne sait pas où aller. Quoi. Ouais, exactement. Et là, j'ai commencé un peu à travailler sur cette offre de service, en me disant,
justement comment moi aussi je vais les accompagner. Voilà, donc au Burkina Faso, ça a été un petit peu l'idée qui a pris du sens. Je me suis demandé comment j'allais monter cette structure, qui pourrait m'accompagner, enfin toutes ces questions-là. Et puis j'ai un peu tâté le terrain avec des personnes que je connais, à Londres, à Bruxelles aussi, parce que je me disais des financements européens et internationaux, effectivement, quand on veut travailler sur une dimension internationale, c'était aussi important d'avoir des relais. Oui. Donc j'ai eu la chance d'avoir 2 amis qui m'ont dit banco, on t'accompagne, même si nous on a à côté en parallèle une famille du travail, mais ton idée est chouette et c'est bien effectivement d'apporter sa pierre à l'édifice de cette façon-là, parce qu'on n'est pas des spécialistes de l'environnement, on n'est pas des bailleurs de fonds, mais en même temps on a aussi entre guillemets des choses à faire. Voilà, et petit à petit l'idée est montée, a été créée, et quand je suis rentrée en fait en France, j'ai décidé de créer My Little Green sous format associatif. D'accord. C'est des amis en fait que tu as contactés. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors j'ai vraiment contacté mes 2 amis vraiment de très longue date. Ensuite mon réseau pour effectivement constituer d'autres membres d'associations, donc le trésorier, en l'occurrence la trésorière, et puis le secrétaire, pour vraiment avoir une équipe assez solide avec de l'expérience et des compétences aussi derrière. Donc ça c'était très important. Ensuite effectivement j'ai essayé un peu de tester l'idée. Mon entourage, mon réseau, comme tu dis, était très favorable en me disant c'est une chouette idée, t'as raison, c'est vrai que la problématique de trouver des financements existe. Après c'est vrai que au fil de l'eau je me suis rendu compte qu'au-delà effectivement de mettre en relation en fait les porteurs de projets et les bailleurs de fonds, on se rend compte que les porteurs de projets aujourd'hui, ceux auxquels je suis confrontée, passent au moins 60 à 70% de leur temps à chercher des financements, alors qu'ils pourraient être concentrés sur leur activité et sur leur force en fait. Oui. Sur ce qu'ils savent faire et puis déléguer à une personne qui pourrait faire le travail de recherche de fonds. Voilà, tout à fait. Donc il y a un gain de temps, un gain de ressources mobilisées, il y a un savoir-faire. Donc, et ça, effectivement, en discutant avec mon réseau et avec les gens qui m'entourent, on m'ont dit oui, c'est vraiment une très bonne idée. Après, évidemment, j'ai fait un benchmarking pour essayer de voir un peu qui faisait ça également, parce que je suis pas la première personne à avoir eu l'idée, mais en tout cas, je l'ai formalisée différemment, avec une proposition de valeur différente aussi. Alors justement, ça a été important, cette étude de marché, pour justement connaître un peu ta concurrence et puis proposer un positionnement un petit peu différenciant pour te démarquer puis apporter quelque chose de nouveau. Oui, c'est fondamental, je pense, parce que parfois on peut aller tête baissée avec une super idée et pas regarder ce qui se passe sur le marché en se disant c'est génial, je suis la seule à avoir eu l'idée, il n'y a pas de concurrents, etc. Et je pense que au contraire, il faut avoir des concurrents, mais parce que ça permet effectivement de se repositionner, mais il faut voir effectivement ce qu'on peut à côté apporter comme tu dis, de différent, de plus, et puis de mettre sa marque de fabrique aussi. Voilà, et je pense que personnelle qui fait que c'est toi et personne d'autre. Exactement. Donc, et c'est comme ça que j'ai développé en fait, on va dire le service et puis l'accompagnement en fait aux porteurs de projets, avec une vraie envie de les accompagner du début jusqu'à la fin. Alors quand je dis du début jusqu'à la fin, c'est de les aider à rédiger leur dossier de demande de financement, de répondre aux appels à projets. Je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans le détail là, mais vraiment de le faire, d'être en co-construction, c'est-à-dire que l'idée qui gagne du temps pour faire autre chose est là, l'idée qui gagne effectivement en ressources mobilisées est là, et après l'idée c'est de la co-construction quand même, parce que l'idée c'est pas de m'accaparer leur propre projet, c'est de les accompagner et parfois leur vulgariser un peu des termes techniques qu'ils auraient tendance à avoir quand on travaille dans un milieu spécifique. Voilà, c'est vraiment d'être main dans la main et puis aussi essayer d'être au plus près, ou en tout cas pas d'essayer, c'est d'être au plus près de ce que les bailleurs de fonds, ou en tout cas les financeurs souhaitent avoir, ou en tout cas souhaitent accompagner. D'accord. Donc toi tu essaies de mettre en adéquation le projet du porteur de projet et l'envie, le besoin ou la demande du bailleur. Tout à fait. Pour qu'un financement soit possible. Tout à fait. Que ce soit gagnant-gagnant. Oui. Ouais. Tu as créé ta structure très récemment. Tu as déjà accompagné des projets pour trouver des financements. Alors j'ai eu en fait 2 propositions d'accompagnement. Un projet en France et puis un projet à l'international. Alors ce qui est aussi intéressant, parce que dans ce que je propose une phase de diagnostic. L'idée c'est effectivement quand on est porteur de projet, ou en tout cas des porteurs de projet, il y en a plein, il y a plein d'idées, ce que je disais au début. Après l'idée c'est de savoir effectivement si c'est une idée qui va être viable, pérenne, et puis selon des
critères d'évaluation qui sont proposés, de savoir effectivement si c'est un projet qui va pouvoir être finançable. Et ça m'a permis aussi, avec ces 2 projets, de voir ce qui était possible de faire ou pas. Donc le projet en France a été écarté aussi pour des raisons de maturité de projet. Et puis l'autre projet qui est à l'international est en cours. Donc on est pas mal en aller-retour parce qu'il y a une grosse, on va dire, différentes personnes, que ce soit en France ou en Afrique, qui travaillent sur ce projet. Donc là aussi, il y a de la coordination, mais là, ça, je leur laisse gérer. C'est pas forcément si facile quand on est autour de la table. Il y a plein d'autres questions qui émergent en fait du côté des porteurs de projets qui se disent en fait on n'est pas si près que ça. En fait, voilà. Et c'est en ça que tu parles de maturité de projet. Oui. Du coup, donc tu vas faire ton diagnostic et en échangeant, avec le porteur de projet, vous allez vous rendre compte qu'il y a des manques ou qu'il y a des choses qui n'ont pas été pensées et donc le projet n'est pas mature, quoi. Tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Et alors là, comment tu fais? Alors tu vas les accompagner ou tu leur dis écoutez, là il y a un manque, il va falloir construire un peu mieux et puis on se revoit plus tard, ou comment ça se passe? Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est en fonction de l'évaluation qui est faite, c'est de leur dire il faudrait arriver effectivement à terminer tel ou tel votre projet dans telle forme, votre financement dans telle forme, votre budget. Donc un certain nombre de clés qui pourraient effectivement leur permettre de passer en phase 2, qui est la stratégie de financement, quoi. C'est vraiment d'avoir... Je trouve que c'est dommage en fait d'aller tête baissée chercher des fonds, parce que ça prend du temps et de l'énergie. Et puis pour avoir des retours négatifs. C'est ça, si le projet n'est pas béton et qu'on n'est pas sûr à 100% de ce qu'on a fait, c'est dommage. Il ne faut pas laisser une part de hasard en fait qui fait que ça pourrait ne pas marcher, quoi. Exactement, parce qu'en fait il faut savoir que quand on est près des bailleurs de fonds, il y a des critères d'éligibilité, donc il ne faut pas passer à côté. Par exemple, juste pour citer une anecdote, justement j'ai des copains qui avaient un super projet qui était vraiment très très bien ficelé, et puis en fait ils avaient oublié de mettre un document administratif dans le dossier et ça a été retoqué. Donc juste pour ça. Pour des choses comme ça, donc il faut être rigoureux, vigilant. Aussi la part d'autofinancement n'était pas assez importante au regard en fait du budget total, donc là aussi retoqué. Ça c'est le genre de choses que toi tu vois avant qu'un dossier parte pour une demande de financement, que tu peux vérifier, d'où dire attendez, il manque tel formulaire, ou là vous n'êtes pas assez solide sur votre réponse. C'est le genre de choses que tu vas pouvoir diagnostiquer. Tout à fait. Ça c'est vraiment des choses que je vais pouvoir faire. Et puis on est plusieurs à pouvoir effectivement accompagner le projet. Et puis aussi je pense que la prise de recul est intéressante. C'est-à-dire que les porteurs de projet, ils sont un peu dans leur... on l'est tous, dans le nez dans le guidon, et on est plus sur les activités, sur effectivement l'impact que le projet va avoir. Est-ce qu'on atteint l'objectif? Le porteur est concentré là-dessus. Et c'est vrai que le document administratif ou la part d'autofinancement n'a pas été réfléchie de la meilleure façon. Donc My Little Green est là pour vraiment accompagner avec cette prise de recul, ce temps justement d'analyse, ce temps de relecture. Et c'est vrai que tout ce qui est administratif, ça rebute énormément de personnes. Enfin, je veux dire, c'est tellement lourd, ces dispositifs qui sont compliqués. On peut comprendre aussi qu'il y a des gens qui passent un peu vite en disant bon allez, je mets ça et puis on verra si ça passe ou pas, alors que c'est une erreur parce que c'est vraiment une étape à pas rater, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir que c'est pas forcément pour embêter le porteur de projet, quoi. C'est que c'est simplement une sorte de, comme tu disais, de rigueur administrative des bailleurs de fonds. Et ils ont aussi à justifier où va l'argent. Pour les bailleurs institutionnels, je parle, c'est de l'argent public, donc forcément derrière, il y a une justification à pouvoir expliquer pourquoi on a aidé tel ou tel porteur de projet. Et toi, idéalement, quel type de projet t'aimerais accompagner? Enfin, est-ce que tu as des inclinations pour des domaines particuliers où il y a vraiment des structures qui te plairaient? Alors, en fait, j'ai fait un focus sur l'environnement. Alors, j'aurais adoré, effectivement, aussi accompagner des projets éducatifs ou des projets autour de la santé. Et vraiment, j'ai fait un focus sur l'environnement parce qu'il y a une urgence, effectivement, à être solidaire. Mais je crois que l'environnement, aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. On est tous concernés par ça. On voit que il y a un impact très négatif à certains endroits. Et c'est les porteurs de projets qui ont pas forcément le plus d'aide ou d'accompagnement, parce qu'il y a un pourcentage, en fait,
de financement qui n'est pas forcément dédié à l'environnement. Donc là, je me suis dit qu'il y avait des choses à faire, à porter. Après, pour revenir à ta question plutôt de précision, alors j'ai pas d'appétence sur, par exemple, le réchauffement climatique, l'agroforesterie, la permaculture ou autre. Je suis là pour vraiment d'aider, quoi. C'est vraiment ça mon objectif. C'est vraiment d'accompagner des vrais projets qui vont sortir de terre, qui vont se développer, et pour en fait le bien de tous, quoi. Le bien de l'humanité, le bien de l'économie aussi, parce qu'il y a de la croissance économique, ça crée des emplois, donc il y a un système économique derrière une croissance écologique, j'aurais tendance à dire. Voilà. Est-ce que tu penses que ça pourrait être plus facile aujourd'hui pour un porteur de projet dans le domaine de l'environnement d'obtenir des financements du fait que ce soit un sujet d'actualité très fort et qu'aujourd'hui les consciences s'éveillent sur l'environnement, quoi? Alors effectivement, les consciences s'éveillent sur l'environnement. En revanche, est-ce qu'effectivement ça fait grossir les porte-monnaies? Ça, c'est encore une autre chose. Je pense qu'il y a aussi des priorités, hein. Effectivement, l'environnement est une priorité, on va dire planétaire. Après, il y a d'autres priorités, et c'est là qu'il faut jauger, effectivement, et c'est là que c'est important d'aller voir les bonnes personnes au bon endroit en fonction du projet, parce que je pense qu'il y a aussi des enveloppes qui sont dédiées, mais qui ne sont pas dédiées sur l'environnement au sens large du terme. Ok. Est-ce que tu as rencontré des freins, des difficultés pour l'instant, ou est-ce que les choses se déroulent assez naturellement pour monter ton projet? Oui, depuis le début, il y a des choses qui se sont faites, on va dire, de manière naturelle, notamment quand tu parlais de réseau. Écoute, j'ai pu, grâce à My Little Green, développer, on va dire, un réseau à Marseille que je n'avais pas forcément avant, déjà parce que j'étais beaucoup en voyage. Donc là, d'avoir posé mes valises l'année dernière et d'avoir mis en place My Little Green, ça m'a permis vraiment de rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont facilité la tâche, qui m'ont donné des contacts. Ensuite, j'ai été aussi accompagnée par le dispositif Orange Femmes Entrepreneuses, qui est un chouette dispositif et qui met à disposition des salariés sur des compétences bien spécifiques. Voilà, là j'ai été accompagnée en communication numérique, en marketing, en offre de services. Donc là, il y a eu des salariés d'Orange qui avaient des compétences pour t'aider à construire ton entreprise. Tout à fait. D'accord. Et qui accompagnaient une dizaine de start-upeuses, femmes, avec cette vraiment de volonté de faire grandir, entre guillemets, les femmes entrepreneuses. D'accord. Donc, et ça a été vraiment aussi très riche, puisque là, j'ai rencontré d'autres entrepreneuses, et puis aussi que j'ai pu travailler, on va dire, de manière, régulière, parce que quand on est porteur de projet, ou en tout cas créateur, on a aussi parfois cette problématique d'être seul, parce que même si je suis accompagnée par l'association, mais il y a parfois la solitude du créateur qui peut être aussi un peu pénible, parce qu'on a tout à faire, quoi. Et des fois, avoir des conseils de personnes qui savent, ça fait du bien. Oui, d'avoir des rendez-vous réguliers, d'avoir une boîte à outils, parce que grâce à ces personnes-là, j'ai réussi à avoir une boîte à outils qui m'a permis d'avancer. Alors, en tant que repreneuse, vers qui tu t'orientes pour te sentir moins seule, pour rencontrer des femmes comme toi entrepreneurs, ou obtenir des conseils, des astuces, ou simplement partager? Il y a, on va dire, des réseaux surtout, réseaux de femmes en fait, de femmes entrepreneurs, de femmes start-upeuses. Donc par exemple, il a intégré un réseau qui s'appelle Force Femmes, qui aussi est dans l'accompagnement. Il y a des ateliers, il y a des réunions, il y a des rencontres, qui permet effectivement aussi d'être vraiment aussi accompagnée de manière pas forcément régulière, mais en tout cas quand on en a besoin. Après, il y a aussi Potentiel, où j'ai rencontré aussi des personnes intéressantes. À Marseille, tout à fait. Et là, il y avait des ateliers. Par exemple, j'ai fait un atelier études de marché. Ils ont d'autres ateliers qui sont très intéressants. Donc là, il faut adhérer effectivement à Potentiel. Et puis ensuite, il y a aussi de l'accompagnement personnel. Il y a des ateliers avec d'autres personnes. Et ensuite, il y a du face-à-face. Donc, ce qui est intéressant. Et moi, je trouve que quand on crée sa structure, il me semble que c'est essentiel. Déjà, pour tester, pour rencontrer des gens, pour activer son réseau, pour se dire est-ce qu'on est sur la bonne voie, rencontrer des gens qui font la même chose que soi, des gens qui sont aussi complémentaires, qui peuvent aider dans d'autres domaines. Donc ça, vraiment, moi, ce que je dis, c'est vraiment de ne pas rester dans son coin et devant sa feuille blanche ou son ordinateur. En fait, son projet, c'est vraiment essentiel. Et puis même, du coup, le réajuster si besoin et affiner ses propositions. Vous verrez, à travers la création, il y a aussi tous les gens qui vont aussi critiquer un peu le projet, qui vont dire ah non. Et ça t'arrive alors? Oui, ça arrive. Alors pas sur celui-là, mais ça m'était déjà arrivé sur une autre idée de projet. En fait,
fait, qui est resté justement à l'état d'idée parce que j'étais confrontée à une critique massive. D'accord. Et ça m'a un peu découragée. Donc je pense qu'il ne faut pas se décourager quand on a une idée, il faut vraiment la tester jusqu'au bout et puis prendre les personnes bienveillantes autour de soi. D'accord. C'est pour ça que quand on intègre des réseaux, c'est aussi des personnes qui sont assez bienveillantes et qui vont pas forcément critiquer, mais ou bien critiquer de manière favorable. Tu aurais soumis ton idée à d'autres types de personnes justement plus bienveillantes. Est-ce que ça t'aurait permis d'aller au bout de ton projet ? Je pense, oui. Si j'avais effectivement amorcé un réseau et aussi les professionnels, par exemple, je parle d'aller rencontrer des gens à la CCI. En fait, de maturer le projet, alors d'avoir l'idée et de le construire un petit peu avant de peut-être de le proposer en idée comme ça. Oui. J'ai une super idée, je vais faire ça, etc. Parce que c'est vrai que c'est facile de casser une idée naissante. Par contre, dès que tu as les arguments pour contrer en fait les injonctions, oui, bien sûr, oui. C'est tout de suite plus facile de persuader. Mais en fait, on est déjà dans une démarche de séduction, de persuasion. Exactement. Dès l'idée même. Oui, exactement. Et là, on a, comme tu dis, en fait, tu as tout dit, c'est qu'on peut effectivement être en capacité de répondre à des gens qui vont vouloir un petit peu saboter notre idée. Et en même temps, il faut en parler parce que c'est un peu... si on n'en parle pas, on ne sait pas. Et si on en parle, on a peur d'être critiqué. Donc, il faut vraiment bien jauger. Voilà, aussi. Et c'est pour ça que je parlais d'autant plus des réseaux, et notamment des réseaux de femmes aussi, parce que, pas que j'ai rien contre les hommes, bien au contraire, mais simplement, je dis qu'il y a aussi une bienveillance et puis une façon de voir les choses, une façon de construire, je pense, une activité, une entreprise différente. En fait, des astuces qu'on peut vite se partager de manière bienveillante, comme on peut partager une astuce parce que le petit est malade ou que la maîtresse, une sorte de solidarité entre femmes. On a à peu près les mêmes difficultés tout à fait. Vie, et c'est vrai que c'est quand même plus simple. Oui. On va dire qu'on se complète un peu mieux. Et puis après, moi, je trouve qu'on est en France, je le dis parce que c'est là où je crée, mais c'est en fonction du statut aussi. Il y a plein de dispositifs. Il y a des dispositifs d'aide à l'accompagnement. Pour des associations, il y a des subventions. Pour des startups, il y a des dispositifs en fonction, effectivement, de son activité innovante ou pas innovante. Enfin, là, il y a vraiment de plus en plus de structures et d'aide. Alors ça, il faut vraiment pas hésiter à demander, quoi. Il faut vraiment pas hésiter à demander. Alors, tu dis aide, accompagnement, coaching, oui, etc. coaching. Non, vrai, oui. Il faut pas rester seul. Et c'est vrai qu'ils sont là pour ça. Bien sûr. C'est super enrichissant. Bien sûr. Bien sûr. Et puis parfois aussi, alors peut-être dernière chose, c'est que quand et ça je m'en suis rendu compte là, par exemple quand on est, là je travaillais sur mon budget prévisionnel et en fait, il y a des moments où on bloque sur quelque chose, et passer à autre chose. Voilà. Laisser de côté parce que ça devient après obsessionnel et puis on veut faire que ça pour faire autre chose après. Et moi j'ai vraiment fait les choses comme ça en me disant je fais les choses étape par étape de façon à bien construire l'activité, mais je me suis rendu compte que ça a été un peu contre-productif parce que parfois j'étais focus sur quelque chose et qui justement, ce que je propose aux porteurs de projets, c'est d'avoir du recul. Et là, j'en avais plus. Ouais. Donc, je me disais, oh là, ça va pas du tout. Donc, voilà. Et là, en fait, le fait de dire on peut tout faire à la fois, c'est possible, simplement en laissant décanter les choses. C'est pas parce que vous n'y arrivez pas, que vous êtes face à un obstacle, que ça y est, ça remet en question votre projet. Tout à fait. Et puis, en plus, il faut pas vouloir que tout soit parfait tout de suite, quoi. Les choses, on les construit par étapes, on revient dessus, on réajuste. Tout à fait. Lâcher prise un moment et puis dire, allez, je passe à autre chose. Exactement. Ouais. C'est ça, un peu de distance. Ouais. Voilà. Et puis il faut y aller, il faut se lancer. À un moment donné, je me disais bon, oh là là, mais ça va pas. Et puis je me disais oh là là, je suis sur le bord de la falaise, il va falloir que je me jette. Et puis j'ai une de mes copines qui m'a dit oui, mais tu vas te jeter de 15 cm, donc c'est pas grave. Ouais. Parce que du coup, tu vas te relever. Bien cadré. Mais oui, voilà. Donc c'est pas grave si le porteur de projet que tu as décidé d'accompagner, il va pas jusqu'au bout, c'est tu auras testé. Par exemple, les deux prospects en France et au Burkina Faso, c'était aussi, j'y suis allée et puis il y a des réajustements, mais c'est la vie. Donc, et puis si on teste pas, on peut pas se confronter, on peut pas savoir comment faire les choses et puis les échecs sont hyper importants. Enfin, ce que j'appelle échec, d'ailleurs c'est pas forcément ça, mais se dire que ça marche pas du premier coup, mais parce que il y a besoin de réajuster certaines choses, c'est ce qui nous fait grandir. Quoi. C'est ce qui fait grandir, et moi j'avoue que j'ai appris énormément de choses, et ce que je dis aujourd'hui, c'est vrai que si je devais recommencer, c'est vrai que je ferais les choses différemment, c'est-à-dire je resterais pas focus sur quelque chose, j'essaierais de vraiment tout de suite mettre en place un réseau, des rendez-vous,
voilà, et travailler dans des ateliers, ça c'est très important. Est-ce que tu aurais quelques conseils qui te tiennent à cœur que tu aimerais partager pour des femmes qui, comme toi, veulent monter leur projet ? On a le mythe de l'entrepreneur en fait, en disant il faut casser ce mythe-là, ou les mythes qu'on a en disant mais moi je suis pas entrepreneuse, je suis pas visionnaire, les entrepreneurs ils réussissent, etc. Moi je pense que j'ai eu ce conseil-là en fait quand j'ai été accompagnée par le dispositif Orange, et c'est vrai en fait, quand on a une idée, quand on pense qu'elle est bonne et que ça a tout son sens, moi j'aurais tendance à dire go, allez-y, voilà. Alors il y a aussi le phénomène de risque, je disais, on dit que les entrepreneurs aiment prendre des risques, je pense pas, on prend tous des risques, on va dire à la mesure de ce qu'on est capable de risquer, et ça c'est très très important. On peut tout y aller, et j'aurais tendance à dire allez-y, testez, rencontrez, ne laissez pas votre idée dans le placard, quoi. Même si parfois il y a des gens autour de vous qui disent non, c'est n'importe quoi. Non, je pense que vous allez trouver la valeur ajoutée et le sens que vous allez mettre dans votre activité. De toute façon, et puis ça reste une très belle aventure. Oui, tout ce qui est justement bien rencontrer les gens, bien sûr, créer des réseaux, s'ouvrir à l'entrepreneuriat. Bien sûr, c'est une très belle expérience. Oui. Après, c'est vrai que l'idée c'est pas de rester sur la paille quand on monte une activité commerciale. Donc là aussi, il faut mesurer les pertes. Voilà, là aussi, dans ce qu'on disait, il y a une perte acceptable, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets sur la table et qu'est-ce que je mets pas. Donc voilà. Et c'est vrai que par exemple dans le dispositif Orange, j'ai rencontré quelqu'un qui avait développé une plateforme très intéressante, et elle a dû malheureusement arrêter en cours de route parce que, alors c'est pas du tout une question d'argent, c'est juste parce que son fournisseur d'accès était pas fiable là aussi. Donc il faut savoir s'entourer, il faut savoir comparer, il faut pas hésiter à challenger les gens les fournisseurs si vous montez une activité commerciale, les consultants si vous mettez une activité de service, ça, vraiment moi j'aurais tendance à dire on veut aller vite. Mais parfois, à force d'aller vite, on peut aussi se tromper. Donc, moi, au début, j'étais aussi tout feu, tout flamme. Et puis, avec du recul, je me suis dit step by step, quoi. Il vaut mieux prendre un petit peu le temps et bien faire les choses plutôt que de lancer trop vite et se tromper. Exactement. Et alors, est-ce que tu aurais un livre, un film, une lecture à partager qui t'a vraiment aidé, toi, dans la création de ton projet? Alors j'aurais tendance à dire deux. Un, celui qui m'a inspiré, on va dire, notamment pour accompagner les porteurs de projets. C'est un livre que j'ai lu il y a à peu près 5 ou 6 ans, mais qui me reste en tête. C'est 1 million de révolutions tranquilles. Et en fait, c'est une journaliste qui parcourt le monde et qui, en fait, fait juste la synthèse par différents domaines d'activité de petits projets qui ont un impact énorme, en fait, dans le monde, que ça soit en Afrique, en Inde, en Europe, un peu comme le film Demain, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Elle avait écrit ce livre-là, et elle est allée à la rencontre effectivement de porteurs de projets qui avaient des petites idées qui ont eu un impact très positif, et ça vraiment j'ai été aussi inspirée par ce qu'elle a écrit. Il n'y a pas de petits projets, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et puis l'autre, c'est en fait un livre qu'on m'a offert qui s'appelle L'effectuation, et en fait c'est l'entrepreneuriat pour tous. Et l'idée, c'est que ça démystifie effectivement ce que je disais, je parlais des mythes, mais ça donne effectivement un sens à la construction de ce que c'est qu'être entrepreneur. Donc voilà, moi je vous conseille vivement de lire ce livre si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Bon, merci beaucoup Malika. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Bonne chance à ton projet. Merci. Le podcast des Cascadeuses est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire pour le soutenir.